Bonjour à tous, bienvenue en cette conférence mensuelle de novembre. Alors, aujourd'hui, on a la chance d'avoir Catherine Ferland-Blanchet avec nous, qui va nous entretenir en fait sur la quête de sens chez les personnes endeuillées. Alors, sans plus tarder, Catherine, je te cède la parole. Parfait. Merci beaucoup, François. Donc, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour discuter d'un thème là, aussi riche que celui de la quête de sens dans le cadre d'un deuil. Je vous remercie énormément pour votre présence et je remercie d'emblée Gabrielle Fortin, professeure à l'Université Laval, qui a dirigé le cours qui m'a permis en fait là, de monter cette conférence. Donc, sans plus tarder, on va y aller comme ça. Alors, aujourd'hui, en fait, ce que je vous propose comme petite mise en contexte, c'est de vous partager un peu mon expérience académique à la maîtrise en travail social pour bien situer, en fait, là, l'origine de la conférence. Ensuite, on va aller faire une petite mise en bouche théorique pour voir un peu c'est quoi ça, la quête de sens dans le cadre d'un trauma comme un deuil. Par la suite, je vais vous partager les résultats de deux activités de collecte de données que j'ai fait auprès d'endeuillés québécoises. Donc, un groupe de discussion et une entrevue. Et puis, je vais conclure là, par quelques faits saillants et pistes de réflexion. Donc, je m'excuse à l'avance. Ça se peut que vous entendiez le doux son des pages tournées parce que je me suis permis de prendre quelques notes pour vous offrir le meilleur de moi dans une situation un peu stressante comme une conférence. Donc, alors, d'abord, débutons par une mise en contexte. Donc, qui je suis? Alors, je suis titulaire d'une maîtrise en service social de l'Université Laval. Ça fait pas très longtemps, le diplôme est encore chaud. Dans lequel j'ai eu la chance d'élaborer puis de mettre en œuvre un projet d'intervention auprès de personnes endeuillées au Centre Espoir, qui était mon milieu d'accueil. Donc, le Centre Espoir, c'est un organisme situé à Charlebourg dont la mission est d'accompagner les personnes atteintes de cancer, leurs proches et les personnes endeuillées. Donc, c'est un projet qui s'appelait le deuil conscient et que j'ai pu réaliser sous la direction de la professeure Valérie Roy, que je remercie pour son soutien tout au long du projet. Et ça s'est tenu de août 2020 à février 2021. C'était un projet qui suivait une méthode individuelle. J'ai accompagné 6 personnes endeuillées là, des suites d'un proche décédé des suites d'un cancer et je les ai rencontrées à peu près à 10 reprises chacun. Les séances duraient entre 1 à 2 heures. Et donc, en fait, ce qui est arrivé, c'est que dès le début là, de l'élaboration de mon projet d'intervention, la recherche de sens, c'était un thème qui revenait fréquemment dans ma recension des écrits. D'une part, il semblait que c'était un besoin chez les personnes qui vivaient ce traumatisme-là de chercher un sens à ce qui leur arrivait. Et d'autre part, il y avait de plus en plus de pratiques d'intervention qui étaient développées et mises en œuvre auprès de cette population et qui avaient comme thème central la recherche de sens. Par la suite, lorsque c'est venu le temps de choisir mon cadre théorique, la résilience, c'était quelque chose qui me collait beaucoup par rapport au deuil, parce que je voyais vraiment la perte d'un proche comme un traumatisme et à travers le processus de résilience, selon les chercheurs, ben, il va s'opérationnaliser hein, une recherche de sens pour, entre autres, redonner une nouvelle cohérence au monde après une perte aussi grande. Donc, le but de mon projet d'intervention, le deuil conscient, c'était que la personne en deuil elle puisse développer sa capacité de résilience face au décès de son proche. Et puis, ce projet-là se déclinait en deux objectifs généraux. Donc, d'abord, qu'à la fin de l'intervention, la personne soit en mesure de clarifier le sens qu'elle donne à son expérience de deuil. Et également, le deuxième objectif général touchait davantage à l'anxiété qu'on peut ressentir dans le cadre d'un deuil et à comment la nature et la pleine conscience peuvent nous aider à gérer cette anxiété-là. Donc aujourd'hui, je vais m'intéresser au premier objectif général, mais si vous étiez intéressé là, par le second, n'hésitez pas à me contacter, ça me fera plaisir. Donc, évidemment, quand on fait un projet d'intervention à la maîtrise, bien, on veut voir si ce qu'on a mis
ce qu'on a élaboré, ça a fonctionné ou pas. Alors, il faut mettre en place tout un système d'évaluation pour voir si les gens qu'on a accompagnés en ont bénéficié. Alors, dans toute ma méthode d'évaluation, il y avait un des outils que j'ai utilisé qui s'appelait le Grief and Meaning Reconstruction Inventory, que je vais dorénavant appeler GMRI. Et donc, en fait, ça, c'est un outil standardisé qui a été élaboré par Gilles et Hall en 2015. Puis, c'est un questionnaire de 29 éléments auxquels l'endeuillé doit attribuer un chiffre là, de 1 à 5 en fonction de ce qu'il a ressenti là, dans la semaine précédente. Selon Gilles et Hall, la quête de sens dans le cadre d'un deuil, bien, ça va prendre forme ou ça se base sur 5 éléments. Donc, les liens continus ou la connexion qu'on garde avec la personne qu'on a perdue, le sentiment de croissance personnelle, le sentiment de paix en lien avec ce qu'on vit, l'appréciation de la vie et le sentiment de vide. Donc, c'est un outil que j'ai auto-administré, qui a été auto-administré en fait avant le début des rencontres et en fait, là, 1 à 2 semaines après le bilan de l'intervention. Ce GMRI-là s'est révélé être, entre autres, un bon outil d'intervention parce que les éléments qui étaient ciblés comme étant peut-être comme représentants des enjeux pouvaient être travaillés dans les séances. Et bon, c'est sûr que c'était intéressant parce que pour quelque chose comme la quête de sens, bien, ça nous donnait des résultats plus quantitatifs. Évidemment, en sciences sociales, on aime beaucoup s'intéresser aux résultats aussi, à la trame narrative des gens. Donc, j'ai évidemment combiné ça à des outils qualitatifs. Donc, au niveau de la quête de sens, qu'est-ce qui est ressorti de mon projet d'intervention puis qui m'a allumé? Beaucoup de choses. Donc, si on regarde d'abord par rapport aux 5 éléments du GMRI. Donc, en ce qui a trait au lien continu, je vous dirais que c'était quelque chose qui était vraiment souhaité par tous les participants, mais d'une façon différente, par des moyens variés. Puis, selon eux, selon l'ensemble des participants, ça influençait positivement leur deuil de maintenir une connexion avec la personne aimée. Par contre, ces liens-là pouvaient parfois générer de l'anxiété, hein, soit parce que on cherche la connexion et on ne la trouve pas, ou encore parce qu'on est comme stressé d'avoir une connexion avec quelqu'un qui est décédé et on a peur un peu du jugement. Comme Michel le mentionnait, il y en a qui vont dire: Hey, tu es malade, tu parles à un mort. Mais c'est ma façon à moi de ne pas l'oublier, de garder contact. Euh, En ce qui a trait plus au niveau là, de la croissance personnelle, bien, clairement, ce qui est apparu, c'est que les participants avaient envie d'être bienveillants à leur égard et bienveillants à l'égard des autres. J'ai, pour exemple, Adev qui a décidé de poser des bonnes actions pour ses amis, Gaspard qui a décidé de faire un gros don à un organisme qui était cher pour sa défunte conjointe et Michel qui a décidé de s'investir dans la popote roulante. Par rapport au sentiment de paix, clairement, ce qui ressortait, c'est que la souffrance qu'avait vécue la personne aimée avait vraiment un gros impact sur le processus de deuil et sur le sentiment de paix par rapport à tout ça, mais également la question de est-ce que la personne était préparée à mourir ou pas pour autant qu'on peut l'être. Je vais prendre l'exemple de Soléane ici. Soléane qui est en deuil de son frère qui est décédé des suites d'un cancer, qui avait une déficience intellectuelle. Et Soléane l'exprimait ainsi: mon proche était préparé à mourir? Ben non, car il y avait une déficience intellectuelle. Ma famille disait, ben non, c'est beau, il vit ses moments comme si c'était tous les jours normal. Mais je me disais, il ne sait pas qu'il s'en va. J'aurais aimé ça qu'il le sache un peu. Pour Soléane, ça a été un enjeu majeur, en fait, qu'on a pu aborder pendant les rencontres parce que ça influençait négativement son deuil. Par rapport au sentiment de vide, un autre des éléments là, qui était regardé par le GMRI, bien, c'était vraiment là, de rien voir de bénéfique ou de positif à tout ce qu'on vit à travers cette épreuve-là, puis d'avoir aucun sens de compréhension à ce qui arrive. Puis finalement, quand on parle d'appréciation de la vie, clairement, les participants n'y étaient pas rendus là.
Et donc, une autre chose qui est ressortie, il y a 2 autres thèmes qui sont ressortis, en fait, c'est tout l'impact de cette quête de sens-là sur l'identité, hein. Parce que justement, cette quête de sens va être aussi associée à son identité, à ce que je suis. Comme Soléane le mentionnait, avant, ma mission, c'était de m'occuper de mon frère, de m'assurer qu'il soit bien. C'était pas grave si moi, je n'étais pas bien, l'important, c'était que lui soit bien. Et un autre thème qui est ressorti très intéressant, c'est tout au niveau de l'impact du soutien social. Parce que celui-là, hein, va aussi influencer la quête de sens. Donc, c'est quelque chose qui s'inter-influence. Mais en fait, ce que les participants disaient, c'était qu'il y avait une forme d'ambivalence, hein, avec le besoin de s'isoler, le besoin d'être avec les autres. Et quand ils étaient avec les autres, il y avait beaucoup de difficultés parfois, hein, soit qu'ils sentaient que leur peine était banalisée, par exemple, ou d'autres conflits interpersonnels. Par contre, ce qui est ressorti, c'est que les rencontres individuelles ont été vraiment bénéfiques parce que ça leur a permis d'être accueillis, d'être écoutés, d'être alignés, parfois même d'être encadrés, hein, parce que des grands bouleversements comme la perte d'un être cher, ça engendre aussi toutes sortes de questions parfois dans lesquelles on peut se perdre. Et justement, parfois, justement, en lien avec les relations interpersonnelles, les gens avaient besoin de parler de sujets profonds, de questions existentialistes que provoquait le fait d'être confronté à la mort. Et ils jugeaient parfois que leur entourage abordait plutôt des sujets futiles qui ne correspondaient pas à leurs besoins. Et aussi, ce qu'ils ont tous mentionné, c'est leur besoin de parler avec d'autres personnes endeuillées et de faire partie là, de groupes de soutien. Et donc, finalement, la quête de sens, comme Soléane le mentionnait, ben, je trouve un sens à la vie car je veux vivre parce que lui ne le peut plus. À travers tout ce beau projet-là et la trame narrative tellement riche des participants que j'ai rencontrés, ça m'a permis d'aller aborder beaucoup cette question-là, ce thème-là, mais reste que il me restait justement des questions. Ça restait nébuleux pour moi, ce que c'était la quête de sens, parce que j'avais senti que le GMRI, hein, avec les 5 composantes, cadrait peut-être un peu trop pour moi ce que j'avais envie pourtant de laisser aller chez les participants. Donc, c'est dans ce cadre-là que j'ai décidé de faire le dernier cours optionnel de ma maîtrise. J'ai fait un projet individuel qui portait spécifiquement sur la quête de sens dans le cadre d'un deuil qui a été dirigé par Gabrielle Fortin. Donc, la première chose que j'ai fait, c'est que je suis retournée voir un peu dans la théorie ce qu'on disait, puis ensuite, j'ai fait 2 activités de collecte de données. Donc, on va faire une petite mise en bouche théorique. Je ne suis pas avec vous très longtemps, donc ne vous inquiétez pas, ça ne durera pas trop longtemps et je ne vous perdrai pas dans les multiples théoriciens. Par contre, je vous dirais que moi, quand je m'y suis intéressée, ça m'a ouvert les yeux sur plein de points et plein d'éléments intéressants. Donc, j'espère que ce sera le cas pour vous aussi. Alors, bon, rapidement, vous voyez ici, en fait, là, que les théories qui abordent toute la quête de sens, plus dans le cadre d'un trauma, sont quand même assez nombreuses. On va les regarder, certaines d'entre elles, assez succinctement pour voir un peu aussi à quel point elles se reflètent ou pas dans le narratif des endeuillés rencontrés. C'est sûr que lorsqu'on parle de quête de sens, ce serait difficile de passer outre Viktor Frankl. Viktor Frankl, qui est le père un peu de la logothérapie, la thérapie par la recherche de sens. Donc, si ma mémoire est bonne, c'était un neuropsychiatre autrichien et lui, il a passé quelques années, 3, je crois, dans les camps de concentration nazis. Et pour lui, en fait, ce qu'il disait, c'est que coûte, l'humain va essayer de trouver un sens à sa vie. Parce que, excusez l'anglicisme, mais cette drive-là, c'est ce qui lui permet de transcender les moments de grande souffrance qu'il va traverser, de s'accrocher à la vie. Et puis, si justement on fait le pont avec une autre théorie intéressante, c'est la théorie de la croissance post-traumatique. Donc, en fait, c'est qu'un traumatisme qu'on vit va, au fil du temps, nous amener à changer, à évoluer et peut amener des changements, hein,
qu'on a vécu à cause des mécanismes d'adaptation, donc des changements en nous, avec les autres et au niveau de notre philosophie de vie. Et puis clairement, ce qu'ils disent dans cette théorie de la croissance post-traumatique, c'est que c'est important pour les gens qui vivent un trauma de partager avec des gens qui ont vécu un trauma similaire. C'est important lorsqu'ils le souhaitent, hein, il n'y a pas de recette unique, mais ça peut vraiment être un espace d'expression qui est bénéfique. Par la suite, il y a des théories qui sont intéressées à des traumas qui sont issus de la maladie versus des traumas qui sont issus des mains de l'homme, hein. On peut penser à un viol, on peut penser à un meurtre, par exemple. Donc, lorsqu'on parle en fait au niveau de l'adaptation suite à une maladie, bien, Taylor, ce qu'il dit, c'est on va développer des formes de cognition illusoire, hein. Tu sais, quand on parle là, de bénéfices ou de leçons de vie qu'on tire de trauma, bien, selon lui, est-ce que ce serait vrai ou pas? Mais c'est des cognitions illusoires qui peuvent nous aider à nous adapter à ce traumatisme-là. Puis, lui, il identifie des tâches d'adaptation, hein, justement pour s'adapter à ce trauma, dont la première est de redonner un sens à la vie. En ce qui a trait vraiment à des traumas qui seraient issus des mains de l'homme, ben, cette théorie-là, en fait, la théorie des croyances répandues, ce qu'elle dit, c'est que généralement, là, on a, nous autres, 3 croyances. Que le monde y est bienveillant, que le monde y a un sens, puis qu'on est quand même protégé de l'infortune, surtout quand on est une bonne personne. Mais quand quelque chose comme justement le meurtre d'un de nos proches arrive ou que nous, on se fait attaquer, bien, c'est que ça remet complètement ça chamboule ces croyances-là et tout le mécanisme de quête de sens dans un trauma comme celui-là va consister à minimiser l'écart entre les croyances d'avant puis celles d'après le trauma. Bon, évidemment, lorsqu'on parle de deuil, de quête de sens, bien, c'est dur aussi de passer outre à la théorie de l'attachement quand on parlait de lien continu. La personne qui est décédée, qu'on aime, on, on passe à travers une réorganisation cognitive, hein, pour réorganiser la relation avec elle, pouvoir maintenir un lien, même si elle n'est plus là. Il y a toutes les théories constructivistes, plus de type existentialiste, hein, qui dit aussi qu'on va avoir ces questionnements-là, ce besoin de faire un sens, entre autres, pour restaurer l'ordre dans un monde complètement en désordre après une perte aussi substantielle que celle qu'on vient de vivre. Il y a la théorie de la résilience dont j'ai fait mention un peu plus tôt. Et pour terminer, bien, il y a l'approche systémique. En travail social, on aime bien cette approche et c'est intéressant de voir aussi la quête de sens. En fait, euh, elle va arriver chez quelqu'un qui reste connecté à ces systèmes, c'est-à-dire quelqu'un qui continue de fonctionner socialement. Il y a des amis, il y a de la famille, il va travailler, il vit dans une société, hein. Mais est-ce que tous ces systèmes-là, eux, vont s'adapter pendant qu'il est dans cette grande quête de sens-là, pendant qu'il est dans ces grands bouleversements? Parce que toute cette recherche de sens-là, elle s'opère alors qu'on reste connecté à ces systèmes. Donc, l'approche systémique, en fait, nous permet d'aller explorer les impacts, entre autres, sur les systèmes qui nous entourent. Donc, en gros, qu'est-ce qu'ils disent les théories? Pourquoi on veut faire un sens? Bien, parce qu'on a une tendance naturelle à chercher un sens à la vie pour transcender les moments de grande souffrance. Euh, Aussi parce que ben, l'adaptation à un traumatisme aussi grand que la perte d'un être aimé, ça va nous amener à croître à travers le cheminement qu'on va avoir. Puis en fait, la quête de sens, c'est un mécanisme d'adaptation qui permet, entre autres, de minimiser l'écart entre les croyances d'avant le trauma et celles d'après le trauma. C'est aussi, hein, un moyen de reprendre une certaine forme de contrôle de la vie alors qu'on a l'impression de ne plus en avoir aucun puisque notre proche est décédé. Euh, Ça peut aussi amener certains à identifier pas des impacts positifs de ce qui est arrivé, des impacts
qui peuvent être bénéfiques pour soi à travers, qui va découler des efforts d'adaptation au trauma, même si ça, peut-être que, en fait, c'est des illusions. Ça nous permet de réorganiser aussi la relation avec le proche qu'on a perdu. Et puis, juste de toujours considérer que cette quête de sens-là, elle prend forme alors que l'endeuillé reste connecté à ses systèmes et qui vit un profond changement d'identité. Donc, qu'est-ce qu'ils disent les recherches, en fait, à propos de toutes ces pratiques qui portent sur la quête de sens? Bien, il y a Gillies, Niemeyer, McKinnon, Bonanno, auxquels moi, je me suis particulièrement intéressée. Donc, il y a beaucoup de recherches qualitatives et quantitatives qui existent sur les pratiques auprès des personnes endeuillées qui portent sur la quête de sens. Je vous invite à aller chercher si c'est un sujet qui vous intéresse. Bon, ce qu'ils disent, entre autres, c'est qu'il y a des facteurs qui vont influencer cette quête de sens-là. Le contexte du décès, comme on l'a vu, une maladie, par exemple, ou un trauma issu des mains de l'homme engendrera probablement pas le même type de quête de sens. Et les croyances religieuses, par exemple, peuvent aller influencer. C'est également qu'il va y avoir un changement d'identité majeur qui va s'opérer chez la personne, parce qu'on va avoir des nouveaux buts, il va falloir trouver des nouveaux sens à la vie. On va peut-être se trouver des nouvelles activités, des nouveaux rôles. Puis toute la question du pourquoi. Quand on est en quête de sens, on va souvent penser à la question du pourquoi, mais ce que les recherches disent, c'est justement à quel point cette incertitude peut générer de l'anxiété et nous faire ruminer sans jamais trouver une réponse. Et cette idée de bénéfice compensatoire, de leçon de vie qui est vraiment associée au mécanisme d'adaptation à la perte. Bon, par exemple, au niveau de la croissance personnelle, c'est sûr que quand on rencontre un grand trauma comme la perte d'un proche, on traverse beaucoup, par exemple, d'anxiété, de stress, des émotions vives, bien, ça peut nous amener à apprendre à mieux les gérer, à devenir plus fort, mais aussi à redéfinir ses priorités, ses valeurs qui sont liées au changement d'identité et éventuellement peut-être aussi d'avoir des meilleures relations interpersonnelles. Donc, après cette mise en bouche théorique, j'aimerais vraiment vous amener dans la trame narrative de ces merveilleuses personnes que j'ai rencontrées lors du groupe de discussion et de l'entrevue. Donc, justement, après avoir regardé la théorie, j'ai voulu recontacter les participants à mon projet d'intervention de maîtrise pour documenter davantage la quête de sens 5 mois après l'intervention. Donc, j'ai fait un groupe de discussion avec eux. Et par la suite, j'ai eu vraiment le bonheur, la chance, l'honneur de mener une entrevue auprès de 3 parents endeuillés pour voir quel sens est-ce que ça pouvait prendre, la quête de sens chez une autre population d'endeuillés. Donc, d'une part, avec le groupe de discussion, j'avais des gens dont le proche était décédé des suites d'un cancer, qui avaient assumé une période de proche aidance plus ou moins longue et qui avaient assisté à la souffrance de leurs proches. D'un autre part, j'avais des parents endeuillés d'enfants qui étaient décédés d'un accident et pour qui la croyance, en fait, le cycle de la vie était brisé, qui avaient vécu une rupture majeure par la mort précoce de leur enfant. Donc, je vais d'abord vous présenter là, les participants aux deux activités de collecte de données. Alors, d'abord, les participants au groupe de discussion, là, évidemment, leur nom et le nom de leurs proches là, sont confidentiels. Donc, c'est ça, les endeuillés là, avaient tous perdu un proche des suites d'un cancer. Alors, on a Viviane, Viviane qui était en deuil de son mari, qui s'est retrouvée là, monoparentale, qui a dû organiser un déménagement, retrouver un nouvel emploi très rapidement. Donc, pour qui le fonctionnement social a été très affecté. On a Adev, une jeune femme qui est en deuil de sa mère, qui vivait beaucoup de culpabilité dans le cadre de son deuil et qui avait un traumatisme lié à à, à la souffrance que sa mère a vécue et à laquelle elle a assisté de façon impuissante.
Gaspard, qui est en deuil de sa conjointe, qui lui, en fait, avait une ambivalence par rapport au lien continu. Autant il y avait un désir de la laisser aller, sa conjointe, autant il pouvait aussi rechercher cette connexion et parfois trouver difficile parce qu'il ne la retrouvait pas. Et finalement, on avait Soléane et Sandrine, 2 sœurs, en deuil de leur frère. Les 2 sœurs qui vivaient beaucoup d'anxiété, hein. D'une part, Soléane, c'était à cause des grands impacts, de la mort de son frère, sur son identité et aussi sur ses relations familiales. Et d'un autre côté, Sandrine, qui, en même temps que son deuil, vivait une forte anxiété de performance, liée en fait à la fin là, de son stage de fin d'études. Et vous savez, hein, dans notre société, notre rythme d'endeuillé n'est pas respecté. Donc, les performances attendues sont aussi élevées très peu de temps après que le trauma soit arrivé. Maintenant, je vais vous présenter les 3 parents que j'ai eu le bonheur de rencontrer lors de l'entrevue. Donc, ces 3 parents qui sont tous impliqués pour le bel organisme Solidarité Deuil d'enfants. C'est un organisme qui organise des activités pour les parents endeuillés, comme des groupes de soutien. J'ai su en fait là, que leur groupe avait repris là, de manière présentielle il y a peu de temps. Donc, j'en suis bien heureuse. Je sais qu'ils viennent en aide à beaucoup de gens. Donc, ils m'ont permis là, de dévoiler leur vrai nom. Alors, Marie Desserre, qui est une ancienne présidente de l'organisme, qui est impliquée depuis ses débuts et qui est en deuil de ses 2 jeunes jumelles, Anne-Marie et Élisabeth, qui sont décédées les 2 à l'âge de 2 mois de la mort subite du nourrisson. Également, Jocelyne Gagné, impliquée depuis les débuts de l'organisme également, qui vient encore aujourd'hui livrer des témoignages, qui est en deuil de son fils Pierre-Olivier, décédé à 6 ans des suites d'une noyade. Également de Jean-Philippe, décédé dans la vingtaine des suites d'un accident d'auto. Et Paul Vermette, qui lui, en fait, a pris part au groupe en tant que père endeuillé et qui maintenant s'implique bénévolement, entre autres, pour le site Internet. Paul est en deuil de son fils Guillaume, qui est aussi décédé là, dans la vingtaine, dans le même accident d'auto que Jean-Philippe. Je voudrais prendre un moment pour offrir mes sincères condoléances à tous ces participants que j'ai rencontrés, leur dire un grand merci pour leur partage, pour leur générosité, leur dire à quel point je me sens honorée et chanceuse d'avoir croisé leur chemin et que je suis sincèrement désolée qu'il y ait eu à traverser ces épreuves de grande souffrance. Donc, j'aimerais en fait vous amener dans les prochaines diapositives à travers leur riche trame narrative pour voir un peu qu'est-ce qui ressort de la quête de sens pour eux. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter là, toujours une diapositive en lien avec des données qualitatives issues du groupe de discussion, puis par la suite des données issues de l'entrevue. Donc, il y a 5 grands thèmes qui sont ressortis des 2 activités de collecte de données. La quête de sens, à proprement dit, les liens continus qu'on souhaite garder, le soutien social, tout ce qui est des valeurs, des croyances, des perceptions de la vie, puis tout ce qui est des engagements, des projets de vie et de l'identité. Par rapport à la quête de sens, dans le groupe de discussion, hein, ce qui est ressorti, c'est l'idée des petites choses, de s'accrocher à des petites choses pour être capable de faire un sens quand on vit une souffrance qu'on n'arrive plus à gérer. En fait, en ce moment, Soléane, pardon, disait: «Mon sens présentement, c'est de trouver mon identité, qui je suis. Je me suis tellement oubliée, je fonctionne au but, à la mission». Donc le sens, justement, pouvait être lié au but et aux objectifs là, de la vie. Également, il y avait toute cette remise en question des croyances, hein. Lorsqu'on regardait les théories, on voyait que parfois on pouvait se croire un peu là, protégé de l'infortune. Et comme Sandrine le mentionnait, on se dit pourquoi moi? On se dit qu'en étant bonne pour les gens, ça va nous revenir.
Mais en gros, ce que j'ai vu, c'est que pour ces endeuillés, ils avaient trouvé à un moment donné qu'il y avait comme une forme de pression pour eux de trouver un sens, alors que peut-être que pour eux, ils ne voulaient pas en trouver, que la question du pourquoi pouvait rendre fou parce qu'on n'arrivait jamais à avoir une réponse et qu'à un certain moment, on doit accepter de juste pas savoir. Puis, vraiment, ce qu'il disait, c'était que le but, c'était de trouver un sens à la vie pour continuer et non pas de trouver un sens au deuil, à la souffrance ou à la mort. Ça revenait aussi beaucoup, chez les parents lors de l'entrevue. Donc vraiment l'idée de donner des sens à la vie et non pas de trouver un sens à ce qui arrive, hein. Heu et vraiment, eux ont eu une grosse difficulté, en fait, un inconfort, un malaise, un désaccord avec cette idée d'avoir à trouver un sens. Il y avait une difficulté avec cette quête-là. Ils ne voulaient pas se mettre cette pression-là. Comme Paul le dit, dès le décès, il n'était pas question que je me mette à chercher et à donner un sens à ça. Encore aujourd'hui, que Guillaume soit parti avant moi, ça ne fait pas de sens. Mais reste que j'ai retrouvé l'espoir, le goût de vivre, de continuer. J'avais 2 autres garçons plus jeunes. Cette idée d'avoir d'autres enfants aussi, hein, qui nous poussent à devoir continuer. Et lors de l'entrevue aussi, l'idée des petites choses auxquelles on s'accroche pour survivre, ressortait aussi. Pour tout ce qui est des liens continus, bon, bien, vraiment, là, au niveau du groupe de discussion, ce qui ressortait, c'est cette connexion-là, en fait, était positive, mais qu'il fallait qu'elle se transforme, hein, parfois au fil du temps. Tu sais, que l'idée aussi, là, que la personne est présente, hein, qu'elle nous protège, qu'elle nous redonne. Comme Gaspard disait, tu sais, elle me redonne ce que je lui ai donné pendant sa maladie. L'idée d'avoir joué un rôle de proche aidant, c'est que cette personne-là soit plus là pour nous aider à survivre à une des plus grandes souffrances de notre vie, mais qu'on peut lui demander cette protection-là. Aussi, il y avait beaucoup de moyens, hein, pour garder un lien avec leurs proches, que ce soit des objets, de la musique, des lieux, des espaces naturels. Et, et vraiment aussi que la souffrance qu'avait vécue le proche pouvait avoir des impacts sur cette connexion-là parce que des souvenirs liés à la souffrance remontaient parfois. Heu, pour les liens continus, hein, pour les parents endeuillés, je vais commencer par citer Paul. C'est comme quelque chose qui nous habite tellement de garder ce lien-là avec notre enfant, car au début, on nie leur départ, mais très rapidement, on cherche des façons de les garder vivants. L'idée de l'héritage, elle était très forte pour les parents. I Je crois que c'est Paul aussi qui disait: «Il faut qu'il reste quelque chose de leur passage et pas juste la souffrance qui émerge de leur disparition», hein. Et donc c'était de cultiver des souvenirs, de porter attention aux signes, de se connecter parfois avec des objets, de demander encore une fois de les protéger. Jocelyne le dit: «Ma fille vit une rupture, puis j'ai la petite serviette et la tête d'oreiller de mon fils. Je les frotte régulièrement, puis je dis: "Les gars, aidez votre grande sœur, ça n'aurait pas de sens autrement"». Et donc, le soutien social, encore une fois, est ressorti. Dans le groupe de discussion, hein, il y avait vraiment une ambiguïté entre le besoin de s'isoler, le besoin de s'entourer, l'impact aussi de vivre ce grand bouleversement-là sur ses amis, sur sa famille, avoir l'impression de vivre une incompréhension, une banalisation de la peine, des fois des conflits qui émergent. Aussi, la difficulté d'assister à une vie normale, d'aller à un souper alors qu'on est en profonde tristesse, hein. Puis aussi toute l'idée de se comparer parce que même dans la même famille, chaque deuil va être unique. Donc, parfois de pas comprendre comment son père ou sa sœur réagit lorsque notre mère décède ou se comparer parce qu'on trouve qu'il y en a qui évoluent plus vite.
Et également, en fait, ce qu'on voyait, c'est qu'au fil du temps, hein, les participants au groupe de discussion rapportaient que leur rapport aux relations interpersonnelles changeait, qu'ils se sentaient de plus en plus chanceux d'avoir un réseau et même qu'ils se créaient de nouvelles amitiés, de nouvelles relations. Comme Viviane le mentionnait, dans les épreuves, j'ai eu des belles amitiés qui sont nées. Elles vont en vivre d'autres des épreuves, ces personnes-là. Et tu seras là pour elles et peut-être pas parce qu'il va y avoir d'autres mondes. C'est une chaîne de solidarité. Le soutien social, un peu un même son de cloche hein, chez les parents endeuillés, que le réseau il est très important, mais qu'on fait un tri, un ménage. Jocelyne, elle mentionnait souvent, c'est comme si c'était contagieux, comme si quand on racontait ce qu'on avait vécu, comme si les gens avaient peur de l'attraper, cette souffrance-là, ou que ça leur arrive à eux aussi. Puis souvent, on va se dire, ah, mais là, qu'est-ce qu'on peut dire justement aux parents endeuillés? Là-dessus, Marie a dit quelque chose de très puissant. Les gens, quand ils disent, qu'est-ce que je pourrais lui dire? C'est pas ça qui est important. C'est est-ce que tu peux l'écouter? Pour ces parents-là, c'est important de raconter leur histoire à répétition. Et il faisait aussi mention de l'importance d'être entouré là, de personnes significatives. Toutes les valeurs, les croyances, les perceptions de la vie, bon, dans le groupe de discussion, clairement, sont ressorties. Par exemple, Viviane qui disait, je suis croyante. Puis lorsque j'ai été confrontée à la mort, j'ai eu besoin d'aller creuser ce qui construisait ma foi. Et ça continue à me soutenir aujourd'hui. Je crois que la vie est plus forte que la mort. Puis cette idée des valeurs, des croyances, des perceptions de la vie a également ressurgi là, dans l'entrevue. Évidemment, le cycle de vie est brisé pour les parents qui sont endeuillés. Marie disait, le deuil d'un enfant, c'est sûr que c'est vu comme quelque chose de pas normal dans le cycle de la vie, mais encore moins normal dans notre société où on pense qu'on a le contrôle sur tout et qu'on voudrait l'avoir et que c'est pas normal que des enfants meurent avec toute la médecine. Mais oui, ça se peut. Donc, vraiment, il y avait certains de ses parents qui disaient qu'il faut comme un moment donné croire que la souffrance va nous amener à découvrir une certaine force pour passer au travers et que les croyances peuvent aider justement à passer au travers. Finalement, toute la question des engagements, des projets de vie et de l'impact sur l'identité. Dans le groupe de discussion, ce qui est intéressant de voir, c'est que justement, le fait d'avoir des projets, ça peut être bien, mais ça peut aussi générer de la culpabilité. Comme chez Adev, par exemple, qui se disait, ben, je veux faire des projets de vie, mais en même temps, quand je m'enthousiasme par rapport à quelque chose, je me dis, hey, moi, je ne suis pas en train de te trahir, là. L'impact de ta disparition est super grande sur moi. Et d'un autre côté, ces projets-là peuvent aider à faire un sens de la vie et donc aider à transcender cette souffrance. Et Adev, elle a dit, j'ai été capable d'aller en voyage, j'ai été capable de m'émerveiller, puis je suis vraiment fière de ça. Et justement, l'idée de se réinvestir dans des projets de vie pour avoir un sens, comme Gaspard qui voudrait redonner à des gens qui sont seuls et qui vont mourir seuls. Les engagements, les projets de vie puis l'identité est également un thème qui est ressorti chez les parents endeuillés. D'abord, hein, de faire des choses dans la mémoire de, un héritage pour l'enfant disparu, puis aussi hein, d'avoir d'autres enfants qui demandent à continuer à vivre. Et à quel point les projets futurs peuvent être influencés par cette lourde expérience. Marie disait, leur passage dans ma vie et leur départ brusque, arrachant, m'a laissé du bonheur et de la souffrance. Ça a été un élément important des choix professionnels que j'ai faits, de mon implication dans le groupe. Puis j'aimerais vous laisser en fait sur l'exemple de Jocelyne. Donc, Jocelyne qui a perdu son petit gars des suites d'une noyade dans une piscine publique. Bien, elle a eu l'opportunité de s'impliquer concrètement pour élaborer et mettre en place un projet provincial pour améliorer la sécurité dans les piscines publiques. Et puis, ce qu'elle disait, c'est, je pensais à mon petit blondinet qui est en haut. PO, je fais ça pour pas qu'il y ait d'autres petits blondinets comme toi qui partent. Il faut que tu fasses quelque chose de positif avec quelque chose qui est tellement dévastateur.
Ça m'émeut beaucoup. Je trouve que ces gens sont très courageux. Donc, j'aimerais vous laisser avec des faits saillants, des pistes de recherche et peut-être des pistes de réflexion par rapport à l'intervention. Je vous dirais que j'aurais pu rester avec vous, je pense, toute la journée, tellement les personnes que j'ai rencontrées m'ont appris et j'ai trouvé que leur trame narrative était extrêmement riche. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on peut dire? Bien, de un, c'est que les endeuillés, clairement, ils semblent plus enclins à trouver un sens à la vie plutôt qu'à la souffrance ou à l'expérience de deuil. Puis que ce sens-là, il est lié des fois juste à des petites choses ou aux projets qui nous tiennent en vie. Donc, en intervention, ça peut être intéressant aussi d'aller justement explorer quelles sont les choses qui tiennent les endeuillés en vie. Le contexte du décès aussi, comme la souffrance qui a été vécue par le défunt ou le fait que le cycle de la vie est complètement brisé, ça va influencer le processus d'adaptation à la perte et la quête de sens. Mais aussi de faire attention parce que cette idée de quête de sens peut induire une pression chez l'endeuillé qui en a déjà suffisamment avec notre société qui lui demande d'être performant comme s'il n'était pas en grande souffrance. Puis aussi, hein, de toujours voir que la recherche de sens, bien, elle met en doute certaines croyances populaires, comme le fait d'être protégé de l'infortune si nous sommes si nous sommes une bonne personne. Également, en fait, tout ce qui est de lien continu, connexion avec la personne défunte, ben, c'est qu'il y a une réorganisation cognitive hein, qui est associée au maintien de la relation, puis c'est omniprésent, que cette connexion-là est souhaitée par toutes les populations d'endeuillés, qu'elle semble globalement positive, mais qu'elle peut générer de l'anxiété. Donc, peut-être d'aller voir ça en intervention. Également qu'elle est en constante transformation, maintenue par des moyens très variés, puis vraiment de normaliser tout ça en intervention, ça peut aider. Qu'elle va être influencée par nos croyances, par nos souvenirs, qu'elle peut prendre plusieurs formes, puis qu'on demande souvent hein, aux personnes qu'on a perdues de nous protéger, nous ou les gens qui nous sont chers. Que oui, à un certain moment, la souffrance, elle semble être un véhicule de croissance. Mais peut-être qu'on pourrait plus parler de changements positifs du soi qui sont dus aux mécanismes d'adaptation à cette souffrance-là, plutôt que de bénéfices ou d'impact positifs. Hein. Puis la croissance, bien, elle peut se traduire en engagement, en nouveaux buts, en nouvelles missions. Puis ça aide à donner un sens à la vie. Puis évidemment, toute cette croissance-là, elle passe par un changement d'identité. Et évidemment, en tant que travailleuse sociale, ce qui m'a intéressée encore davantage, c'est tout l'impact sur le soutien social où on dit aux gens entourez-vous, soyez avec des gens, alors qu'il y avait une forte ambivalence entre le besoin de s'isoler et celui d'être soutenu, hein? Parce que le changement d'identité qui est dû à la croissance post-traumatique, bien, il se répercute sur soi puis sur nos systèmes. Puis des fois, on va avoir l'impression que les gens ils banalisent notre peine. On va avoir l'impression qu'ils ne nous comprennent pas, que nous, on a besoin d'aborder des thèmes alors que eux, ce dont ils discutent, on peut juger ça futile. Mais c'est là qu'on voit que lorsque l'endeuillé bénéficie de lieux d'expression comme des rencontres individuelles, ça lui permet de se raconter et d'être écouté. Et également, à quel point ça peut être bon pour les personnes endeuillées qui le souhaitent de faire partie de groupes de soutien comme l'offre Solidarité Deuil d'enfant ou le Centre Espoir. Donc, je vais laisser les mots de la fin à Guillaume Vermette, qui est le fils de Paul, qui était étudiant en pharmacie et également poète. Ses parents y ont publié un recueil de ses poèmes qui s'intitule Un élu de souffrance et d'espoir. Et donc, voici les dernières lignes du poème de Souviens-toi cette nuit-là. Tous ces vers uniquement pour vous dire que l'on ne revient jamais sur Terre après un rêve aussi merveilleux. Merci beaucoup.